revenons sur la poésie. Vous savez que j'ai un peu la poésie dans mon collimateur et que je n'ai pas de grande sympathie pour les gens qui pratiquent la poésie. Et en même temps, j'essaie de comprendre le phénomène, ce qui est normal. D'où vient la poésie? D'où ça sort? Pourquoi la poésie? Quelle conception cela suppose et présuppose? Je dirais que la poésie est liée à l'idée d'une morphosémantique. C'est-à-dire, on pense que si les mots se ressemblent, c'est pas par hasard. La fameuse histoire de pas par hasard. Pas par hasard. Et que se fier à cette structure des mots qui va dans le même sens, si vous voulez, où les mots jouent, c'est ce qu'on appelle aussi le langage des oiseaux, comme dirait mon ami Emmanuel Fiodo, eh bien finalement c'est acquérir une certaine sagesse. Et les publicitaires qui font des slogans politiques ou commerciaux l'ont bien compris. Faire rimer deux mots ensemble ou rapprocher des mots qui se ressemblent, mais qui n'ont pas du tout le même sens d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas synonymiques, ils sont, je dirais, homonymiques quelque part, oui. Sinon étymologiques, parce que ce n'est pas forcément le cas. Donc, les gens qui sont tentés par la poésie ou par les jeux de mots, j'avais un oncle qui faisait des jeux de mots. Bon, alors les jeux de mots, c'est un peu lacanien si on veut, mais enfin c'est une façon de... C'est des gens qui n'ont pas de véritable pensée, qui n'ont pas véritablement de capacité à affirmer leur pensée, qui par conséquent, soit vont répéter des choses qui ont déjà été dites, vont faire des citations, vont même lire des textes qu'ils ont sous la main ou sous les yeux, par exemple en lisant ce qui est sur Google, sur un tel, non, et qui disent après, je n'ai rien inventé, c'est marqué. C'est déjà une mentalité d'esclave. Quelque part, la poésie, c'est le monde des esclaves. Des gens qui sont obligés d'accepter l'autorité du maître, c'est-à-dire les mots, le maître, il donne des mots, et il faut rester à ces mots-là, il faut répéter les mots, il faut répéter les formules qui sont toutes faites, ce que j'ai appelé dans une autre vidéo le déterminisme lexical. À partir du moment où on est dans le déterminisme lexical, on ne peut pas se tromper et on ne peut pas nous reprocher de faire preuve d'originalité et d'affirmation de moi, du soi. Et justement, c'est intéressant, c'est que ces gens-là qui font cela vous reprochent après d'exprimer votre avis, votre point de vue, etc., au lieu tout simplement de vous contenter de répéter ce qui a déjà été dit. Alors, c'est un comportement d'esclave par opposition à celui du maître. Esclave féminin, esclave masculin, ça ne change pas grand-chose. Désormais, ça vaut dans les deux cas, ce qui nous oblige d'ailleurs à dire qu'il y a le maître, et puis il y a les... Je reviens d'ailleurs à la formulation qui est dans le décalogue, le maître, et puis il y a le serviteur et la servante. Voilà. Et qui sont au service du maître, évidemment. Bon, donc finalement, la personne qui fait de la poésie, qui ajuste les mots les uns par rapport aux autres, etc., elle n'est pas véritablement dans la pensée. Directement, elle est dans une sorte de supposée pensée collective, supposé agencement providentiel, un petit peu comme dirait Leibniz, c'est-à-dire voilà, l'harmonie préétablie, une sorte de sagesse préétablie qu'il n'y aurait plus qu'à chercher dans les mots, dans les rimes, voilà, dans tout ce qui a été écrit, etc. Donc je n'ai que mépris pour les poètes, mais en même temps, les esclaves ont le droit d'avoir leur propre fonctionnement, et donc la poésie, c'est l'expression la plus heureuse de l'esclavage et de la soumission.